Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des lésions du lisfranc. Le topo a été réalisé par le Dr Alice Gay sous la direction du Dr Johan Le Gallois. Les fractures du lisfranc sont rares et correspondent à 0,2% de toutes les fractures. En Europe, cela concerne une personne sur 60 000. Cela touche en majorité les hommes, avec une moyenne d'âge de survenue autour de la trentaine. Ces fractures peuvent survenir lors de traumatismes à haute ou basse énergie. Les deux risques majeurs de ce type de traumatisme sont d'être négligé lorsqu'intégré à un polytraumatisme et d'être méconnu dans un contexte de traumatisme à faible énergie ou faible déplacement. 20% de ces fractures passent inaperçues. Dans 98% des cas, il s'agit d'une luxation dorsale. Les mécanismes indirects sont les plus fréquents, résultant d'une compression axiale sur un pied en hyperflexion plantaire. Classiquement, cela correspond aux fractures du cavalier avec le pied coincé dans l'étrier, les accidents de travail avec l'avant-pied coincé dans une échelle, les traumatismes de la route avec les pieds sur la pédale de frein ou encastrés ou embutés notamment avec les deux roues. Dans 2% des cas, il s'agit d'une luxation plantaire. Le mécanisme est direct avec un traumatisme par choc vertical, écrasement. Quelques rappels d'anatomie sont nécessaires afin d'appréhender ces fractures. Le pied est composé du tarse postérieur ou arrière-pied, constitué du talus et calcanéum. Nous retrouvons ensuite le tarse antérieur ou médio-pied, constitué du naviculaire, du cuboïde et des trois cunéiformes, avec enfin les métatarsiens et phalanges. L'articulation tarso-métatarsienne unit les 5 métatarsiens au tarse antérieur. Le deuxième métatarsien s'articule avec la mortaise formée par les trois cunéiformes. C'est la pierre d'angle qui stabilise le médio-pied. Les métatarsiens présentent par ailleurs une base triangulaire à sommet plantaire, ce qui favorise les luxations dorsales. L'articulation du lisfranc est stabilisée par de nombreux ligaments. On retrouve 3 ligaments interosseux cunéo-métatarsiens, 7 ligaments dorsaux et 7 ligaments plantaires. Les ligaments intermétatarsiens viennent renforcer le tout. Le système ligamentaire plantaire, très résistant, est renforcé par plusieurs structures. L'aponévrose plantaire, l'insertion du tendon du long fibulaire, ainsi que l'insertion du tibial postérieur. Le système ligamentaire dorsal, lui, est beaucoup plus faible. Le complexe de lisfranc est formé par le ligament interosseux de lisfranc tendu entre C1 et M2, accompagné des ligaments plantaires et dorsales. L'avant-pied peut être séparé en 3 colonnes. La colonne médiale, elle est constituée du premier métatarsien et du cunéiforme médial. La colonne médiane est constituée des deuxième et troisième métatarsiens, ainsi que des cunéiformes intermédiaires et latérales. Il s'agit de la colonne la plus rigide. La colonne latérale est constituée des quatrième et cinquième métatarsiens ainsi que du cuboïde. Il s'agit de la colonne la plus mobile. On retrouve 3 moyens de stabilité de l'articulation du lisfranc. Le premier est la configuration anatomique. La forme trapézoïdale des cunéiformes et des bases métatarsiennes permet une stabilité du médio-pied en fin d'appui et limite le déplacement dorsal. Cette configuration forme une arche de type romane. Le deuxième moyen de stabilité est l'encastrement du deuxième métatarsien entre C1 et C3. Cette fixité de la base du deuxième métatarsien en fait la clé de voûte de l'articulation tarso-métatarsienne. La stabilité de l'articulation est également assurée par le système ligamentaire puissant dorsal, plantaire et intermétatarsien. Les ligaments plantaires sont plus résistants que les dorsaux, et le plus important est le ligament de lisfranc, tendu du premier cunéiforme à la base du deuxième métatarsien. L'examen clinique retrouve classiquement une ecchymose plantaire, un pied œdémacié, il peut y avoir également une souffrance cutanée. Le patient rapporte une douleur intense de l'avant-pied. L'appui est impossible. La douleur peut être reproduite avec des manœuvres d'abduction-pronation et tests de compression transversale. Un autre test possible est le piano pi-test. Le médio-pied et l'arrière-pied sont fixés manuellement, et une force est appliquée à la tête de chaque métatarsien, comme si on frappait une touche de piano. Un test positif produit une douleur à la base du métatarsien concerné. Le bilan d'imagerie doit comporter des radiographies de face, de profil et de 3/4. Des radiographies en charge peuvent dépister une lésion ligamentaire pure qui serait non visible sur les examens statiques. On peut retrouver 5 signes radiologiques indiquant une instabilité du lisfranc. La discontinuité de la ligne tracée le long de la base du deuxième métatarsien et le bord médial du deuxième cunéiforme. L'élargissement de l'intervalle entre le premier et le deuxième métatarsien. Le cut-off est fixé à 2 mm. On peut également retrouver un fragment osseux
dans le premier espace, le flex sign, qui signe l'avulsion du ligament de l'isfranc. Sur la radiographie de profil, on peut objectiver un déplacement dorsal de la base des métatarsiens. On peut retrouver sur le cliché de 3/4 un défaut d'alignement entre la face médiale de la base du 4e métatarsien et la face médiale du cuboïde. Il existe d'autres signes d'appel radiologique, comme l'incongruence entre le 5e métatarsien et le cuboïde, un arrachement du tubercule du naviculaire, des fractures du cuboïde, du naviculaire, des fractures distales des métatarsiens, des lésions intercunéiformes. Enfin, l'interruption de la colonne médiale. Une tangente placée le long du bord médian du cunéiforme médial doit couper la base du premier métatarsien. Dans le cas d'une instabilité tarso-métatarsienne médiale avec contrainte d'abduction de l'avant-pied, cette tangente passe en médial à la base. Le scanner est l'examen de choix en complément de la radiographie standard dans le cadre des traumatismes des visceraux. Il permet un bilan lésionnel précis. On peut par exemple objectiver des éclats osseux juxta-articulaires, des avulsions ostéochondrales. Il doit systématiquement être demandé en cas de doute diagnostique. La classification la plus ancienne, à l'origine de toutes les classifications modernes, est celle décrite par Canu-Ekus en 1909. Elle est basée sur les anciens concepts anatomiques de colonne, désignant le premier métatarsien, et de spatule, désignant les métatarsiens latéraux. Les fractures luxation du lisfranc sont divisées en deux catégories de luxation, totale et partielle. Les luxations totales peuvent être homolatérales ou divergentes. Pour la luxation totale homolatérale, les 5 métatarsiens sont déplacés en dehors. Il s'agit d'une luxation columno-spatulaire homolatérale. Pour la luxation totale divergente, le déplacement des 4 derniers métatarsiens se fait en dehors et celui de la colonne en dedans. Il s'agit d'une luxation columno-spatulaire divergente. Lors d'une luxation partielle ou isolée, seule une partie de l'internide est luxée. On peut avoir une luxation de la spatule ou une luxation isolée de la colonne. En 1976, Bonnel propose une nouvelle classification basée sur le mécanisme de l'atteinte de l'isfranc. Il s'agit d'une classification fonctionnelle biomécanique. Il sépare les mécanismes en flexion plantaire, flexion dorsale, abduction et adduction. Enfin, la classification de Meyerson, décrite en 1986, est la classification la plus couramment utilisée dans la littérature. Le type A retrouve un déplacement total de l'articulation tarso-métatarsienne, dans le même sens. Le type B décrit un déplacement partiel de l'articulation. Le sous-type B1 décrit un déplacement médial isolé du premier métatarsien, avec ou sans son premier cunéiforme, et le sous-type B2 décrit un déplacement d'un ou plusieurs des 4 métatarsiens latéraux. Le type C décrit un déplacement divergent de l'articulation, qui sera soit partiel, le sous-type C1, soit total, le sous-type C2. Nous allons aborder maintenant les différents types de traitements. Premier cas de figure, l'entorse du lisfranc. Une entorse bénigne peut être traitée avec décharge et mobilisation précoce. Concernant les entorses graves, une immobilisation par botte en résine 6 semaines est nécessaire. Lorsqu'on opte pour un traitement orthopédique, un contrôle radiographique est nécessaire à J15. Deuxième cas de figure, la luxation du lisfranc. Le traitement est toujours chirurgical. Le troisième cas de figure concerne les fractures sans luxation. Les critères à vérifier sont le déplacement et l'instabilité. En cas de fracture stable non déplacée, on peut opter pour un traitement orthopédique. Sinon, le traitement sera chirurgical. À propos du traitement chirurgical, il existe 3 techniques principales, la réduction à foyer fermé avec fixation par voie percutanée, la réduction à foyer ouvert avec ostéosynthèse interne ou l'arthrodèse primaire. L'embranchage percutané n'est réalisable que lorsque la réduction est anatomique, sinon il faut réaliser une réduction à foyer ouvert. C'est une technique utile pour la stabilisation en urgence des lésions du lisfranc, notamment avec souffrance cutanée. On utilise des broches de type Kirchner. L'ablation du matériel est réalisée à 8 semaines post-opératoire. La technique de choix est l'ostéosynthèse à foyer ouvert après réduction anatomique. Au niveau du matériel, on retrouve dans la littérature historiquement l'utilisation de broches, puis de vis transarticulaires et de plaques d'arthrorise. Dans certains cas, plus rares, une arthrodèse primaire peut être réalisée. La réduction doit être anatomique. La voie d'abord est constituée de 2 incisions longitudinales, dans le premier et le 4e espace intermétatarsien. La réduction commence par la colonne médiale et continue ensuite latéralement. Concernant la séquence de fixation, on commence toujours par le secteur médian. Il faut en premier lieu réduire et fixer la base de la 2e articulation en plaçant une vis à partir du cunéiforme médial jusqu'à la base du 2e métatarsien. Une fois que le 2e métatarsien est stabilisé, la première articulation est réduite et fixée par l'insertion rétrograde d'une vis à travers la colonne médiale.
La troisième articulation tarso-métatarsienne est ensuite réduite et fixée, avec une vis à partir du troisième métatarsien vers le cunéiforme intermédiaire. Si la colonne latérale n'est pas réduite, une réduction percutanée par broche de type Kirchner devra être effectuée. Il ne faut pas fixer systématiquement les rayons latéraux si la réduction, après fixation du lisfranc médial, est satisfaisante. Le but est de préserver une mobilité latérale facilitante pour l'adaptation du pas au sol. Un autre moyen de fixation possible est l'arthrorése temporaire par plaque dorsale. Son principal intérêt est d'éviter des dommages supplémentaires sur l'articulation, par opposition aux vis qui sont transarticulaires et causent donc des dégâts cartilagineux supplémentaires. Des études récentes ont montré une supériorité de ces plaques par rapport au vissage, avec de meilleurs résultats fonctionnels. Dans certains cas, se discute une arthrodèse primaire des 3 premiers rayons. Il s'agit des lésions ligamentaires pures sans fracture de la base de M2, avec une très grosse probabilité d'arthrose post-traumatique. Les points principaux à retenir dans le cas d'atteinte traumatique du lisfranc sont qu'il existe une classification, mondialement reconnue, qui est celle de Meyerson. Les 2 possibilités thérapeutiques sont le traitement orthopédique et le traitement chirurgical, avec 3 techniques chirurgicales différentes: l'embrochage percutané, l'ostéosynthèse à foyer ouvert et l'arthrodèse membrée. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne OrthoLiveStream. Merci et à bientôt.